We could be taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo FAQ sur la chaîne concernant le jeu, l'ordre de Veyel, le deck building tactique. Et oui, sûrement une FAQ que vous attendez beaucoup, je sais pas. Enfin, moi en tout cas, j'avais hâte de vous la tourner parce que j'ai réuni plein de cas. Sachez d'emblée qu'il y aura un épisode 4 parce que j'ai déjà tellement de questions qui me sont venues en jouant au jeu. Et en plus, des questions super intéressantes que j'ai vues sur Discord et sur Facebook. Donc, sachez qu'il y a déjà un épisode 4 qui est en cours de préparation, dans le sens, je vais déjà essayer de me documenter parce que j'ai les questions, mais j'ai pas encore les réponses. Donc, voilà, sachez qu'il y a un épisode 4. Mais pour cet épisode 3, je me suis documenté, j'ai eu mes questions, j'ai pris des questions aussi et j'ai eu mes réponses. Il y a peut-être une ou deux réponses où je ne suis pas très sûr. Donc, si c'est possible, Alexandre ou David, de me corriger si je fais des bêtises, dites-le moi en commentaire. Ça me fait toujours plaisir quand vous regardez ma vidéo et que vous me dites si c'était bien, pas bien, s'il manquait des précisions. Et je ne manquerai pas de préciser, de compléter si besoin. Donc vraiment, voilà, je prends tous les commentaires. Et si vous avez des questions sur certains points de règle, n'hésitez pas. Il y a aussi certains cas que j'ai pris sur YouTube, sur les commentaires de mes vidéos. Donc merci à vous de participer au contenu de la chaîne. Et sans plus tarder, on va commencer avec un premier cas, sachant que avant de vraiment commencer, on va toujours faire des cas cliniques sur les déplacements des personnages, surtout des ennemis, et on parlera aussi toujours de la mort. Et oui, comme je vous ai dit, la mort c'est super important dans ce jeu, et je vois énormément de questions dessus. Donc il y en a de nouvelles et je vais y répondre avec plaisir. On se retrouve pour le premier cas. On se retrouve donc pour ce premier cas. Nous avons comme personnage le barbare et le seller, et nous sommes contre le luinorin. Bon, pour ce premier cas clinique, on s'en fiche de qui est qui. L'important, c'est ce que je vais vous dire concernant par exemple des cartes style à l'eau purifiant. Ces cartes ont plusieurs effets. Et donc, par exemple, si je choisis l'effet soigner une blessure à un héros et infliger un dégât à un ennemi, ma question est, dans ce cas présent, est-ce que j'ai le droit de taper le luinorin et en même temps de soigner mon barbare, sachant que mon barbare est dans la zone si la carte est tournée comme ça, et que le luinorin est dans la zone si la carte est tournée comme ça. Donc, en tout cas, si je fais soigner 2 blessures à un héros, je vais choisir la zone comme ça. Si je fais 2 blessures à un ennemi, je vais choisir la zone comme ça. Mais qu'en est-il de soigner une blessure à un héros et infliger un dégât à un ennemi? Bon, déjà, si on est comme ça, il n'y a pas de débat. Une blessure, un soin, c'est parfait. Mais si on est comme ça, est-ce que j'ai le droit? La réponse est oui. Alors, on va prendre le petit livret de règles et on va se retrouver à la page 19 du livret de règles avec la zone des effets. Il est dit que si une carte possède plusieurs effets, comme le halo purifiant, la zone de l'effet peut être pivotée différemment pour chaque effet. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire les dégâts, vous pouvez dire que la zone est comme ça, et que pour soigner, vous pouvez dire que la zone est comme ça. Voilà, donc maintenant, vous savez comment utiliser l'halo purifiant de manière optimisée. La prochaine carte va concerner une carte récompense incolore du jeu de base, Sceau de l'ultime chance. Elle dit amorce, récupérez une des 5 dernières cartes de votre défausse et placez-la dans votre main. Alors, je n'ai pas eu de réponse officielle de l'auteur, parce que franchement, je me suis dit que demander ça en question, enfin, ça allait l'embêter pour rien. Donc, les 5 dernières cartes, c'est quoi? Est-ce que c'est les 5 dernières qui sont allées dans la défausse? Et dans ce cas-là, dans mon cas précis, ça serait celle-là. Ou est-ce que c'est les 5 dernières, donc en gros, les 5 en partant de la fin? Écoutez, j'ai pas tellement la réponse. Donc, pour une fois, je vais laisser l'auteur, s'il voit cette vidéo, répondre au passage. Moi, personnellement, j'aurais dit que les 5 dernières cartes de votre défausse, c'est les 5 dernières qui sont arrivées dans la défausse, donc celle du dessus, finalement. Ça peut être contre-intuitif, mais voilà.
L'important pour moi, je pense, si vous n'avez pas la réponse, et on s'en fiche d'avoir la réponse, faites comme vous voulez, je pense, et tenez-vous-en. Si vous prenez tout le temps les 5 dernières qui sont arrivées, bah, vous faites ça toute la partie. Et si vous prenez tout le temps les 5 les plus au fond de votre deck, enfin de votre défausse, et ben vous faites ça tout le long de la partie. Soyez juste cohérent, choisissez-en un des deux, mais ne mélangez pas les deux par contre, car je pense que ça dénaturerait cette carte, tout simplement. Voilà, petite précision pour une petite carte. Voilà, nous sommes en place pour le nouveau cas. Juste petite précision en plein milieu de vidéo, hein, quand je dis l'auteur, en fait c'est les auteurs et tous ceux qui participent au jeu, hein, c'est plus rapide de dire l'auteur, sachant que c'est principalement Alexandre qui me répond, mais voilà, attention, je ne dénigre personne, voilà, petit disclaimer au milieu. Donc on arrive sur ce nouveau cas qui est super intéressant, franchement, et quelqu'un m'a demandé de clarifier un point de règle qu'il n'a pas trop compris. Et ben on va le faire ensemble. Le point de règle va concerner en fait le ciblage. Alors le ciblage, qu'est-ce que ça nous dit? Hop, on va aller à la page 19 pour commencer. Quand cible-t-on un héros ou un ennemi? Donc parfois il est interdit par un quelconque effet de cibler un héros ou un ennemi. De même, certains effets ne se déclenchent que lorsque l'entité qui subit l'effet est ciblée. D'accord? Donc vous allez voir que le cas clinique va être super intéressant. Tous les effets ciblant un ou plusieurs héros ou ennemis, spécifiquement choisis par celui qui joue la carte, sont considérés comme ciblant là ou leur cible. Mais par contre, si vous ne choisissez pas vos cibles spécifiquement lors de l'effet, alors celui-ci ne cible pas ces entités. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend l'exemple de l'halo purifiant, ça vous dit bien 2 dégâts à un ennemi, ou 2 blessures à un héros, ou une blessure à un héros et infliger un dégât à un ennemi. Cette carte, sur toutes ces lignes, cible quelqu'un. Ça cible un ennemi, ça cible un héros, ou cible un ennemi et un héros. D'accord? Ça, c'est considéré comme ciblé. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme ciblé? Les cartes possédant un effet affectant tous les ennemis dans la zone ou tous les héros dans la zone ne sont pas considérés comme ciblant là ou leur cible. Et pareil, les effets qui sont déclenchés par un élément extérieur ou une action tierce ne ciblent pas leur cible. Donc c'est le cas par exemple du blocage violent qui dit qu'on gagne un blocage jusqu'au début du prochain tour et lorsqu'on subit une attaque d'un ennemi, on inflige un dégât à cet ennemi pour chacun de vos blocages. Cette carte n'est pas considérée comme ciblant car il y a une action extérieure qui fait qu'on lui renvoie les dégâts certes à un ennemi, mais de base on ne l'a pas ciblé vraiment. Et pareil pour la charge dévastatrice, on ne cible pas, car en fait on se déplace sur les cases traversées, juste on se déplace, on ne cible personne, et donc pareil, on ne considère pas que c'est ciblé. Un petit exemple concret, et qui va être, vous allez voir, super intéressant. Je joue le barbare, j'ai la main suivante, avec ces cartes-là. Alors, les 2 cartes qui vont nous intéresser, c'est celle-là. La première, c'est ouvrir une brèche, qui dit donc choisissez un ennemi, puis jusqu'à la fin du tour de l'ennemi, la prochaine carte attaque le ciblant, infligera le double de dégâts. Donc, imaginons qu'on joue contre l'âme du chasseur calciné, qui est un boss, je lui mets ouvrir une brèche, et donc la prochaine attaque qui le cible fera le double de dégâts. Très bien. Maintenant, la deuxième carte qui nous intéresse, c'est la frappe circulaire. Donc vous voyez que c'est une énorme zone qui dit qu'on choisit X, on défausse X cartes, dont au moins une carte attaque, et on inflige X à tous les ennemis dans la zone. D'accord? Si au moins un ennemi perd une vie, infligez à nouveau les dégâts. X ne peut pas être 0 et ne peut pas être supérieur à 4. D'accord? Ok, très bien. Dans ce cas-là, dans ce cas précis, je décide de défausser 3 cartes, dont au moins une attaque. Bon, j'ai que des attaques, mais je décide de défausser 3 cartes. Donc, mon X égale 3. D'accord? Ouvrir une brèche, du coup, est-ce que ça se proc? Enfin, est-ce que ça marche? Eh bien, la réponse est non, ça ne marche pas. Car ouvrir une brèche dit que la prochaine attaque qui le cible inflige le double de dégâts. Et la frappe circulaire dit à tous les ennemis, et on vient de voir que à tous les ennemis, ce n'est pas un ciblage. Donc, l'ennemi prendra 3 dégâts et non 6. Voilà, donc vous avez votre réponse. La frappe circulaire ne cible pas et par conséquent ne permet pas d'activer ouvrir une brèche pour doubler les dégâts sur cet ennemi. Voilà. Alors, nouveau cas clinique pour voir si vous avez bien suivi les précédentes FAQ et si vous avez bien compris et
On va faire un nouvel exemple. Pareil, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger, mais il me semble que c'est correct. Le deuxième cas concerne toujours la frappe circulaire. Donc pareil, donc on défausse toujours X, dont au moins une attaque pour infliger à tous les ennemis dans la zone X. Et si au moins un ennemi perd une vie, on inflige à nouveau les dégâts. Ok, donc X peut pas être 0 et ne peut pas être supérieur à 4. Donc on joue la frappe circulaire et je choisis de défausser 4 cartes dont au moins une attaque. Donc X égale 4, d'accord? Maintenant, nous avons l'âme du chasseur calciné en boss, qui a donc 8, 5. Donc pour chaque point de vie, il faut lui enlever 5 dégâts, d'accord? Il lui reste actuellement 2 points de vie et il est à 3 dégâts, d'accord? Ce qui fait que si vous calculez bien, il faut mettre 8 dégâts pour qu'il meure. Est-ce que, en lui enlevant 4, donc là je lui enlève 4 avec la frappe circulaire, donc il passe à 1 et 4, d'accord? La question est, est-ce qu'il fait son passif entre les attaques et est-ce qu'il fait une action avant que je lui refasse 4 dégâts ou est-ce que je lui fais 4 plus 4 et ensuite il fait rien parce qu'il est mort? La bonne réponse, c'est qu'on fait 4 plus 4 et qu'il est mort et qu'il ne contre-attaquera pas. Pourquoi? La règle toujours de, quand une carte est jouée, on la résout en entier avant d'activer d'autres potentielles cartes qui devraient s'activer. Donc on finit l'activation de la frappe circulaire pour lui refaire 4 dégâts grâce à l'effet, et l'âme du chasseur calciné est mort. Et quand un boss meurt, il ne fait pas son passif, il ne fait plus d'action, il est mort. Donc, quelque chose d'important à prendre en compte lorsque vous jouez, parce que ça peut clairement vous sauver des parties, changer le cours d'une game, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura appris quelque chose et que vous jouerez mieux vos prochaines parties. Bon, et bien vu qu'on vient d'aborder un boss qui meurt et son passif, on va faire des exemples et je pense que c'est la question qui revient le plus sur Discord, sur Facebook, et même moi je me suis cassé la tête à trouver la vraie réponse et j'ai eu la réponse de l'auteur lui-même, Alexandre, donc un des auteurs bien sûr là comme d'habitude, qui a dit on fait toujours les passifs, même sur le dernier point de vie, sauf mention contraire. Qu'est-ce qui est une mention contraire? Les boss. Les boss ne font pas leur passif à leur mort. Donc, par exemple, Tiamel, le faucheur de cité, qui a son passif si présent, s'il meurt, il ne fait pas exploser les cadavres, etc. et il ne fait pas son effet. D'accord? En revanche, hop, imaginons que nous avons le zombie. Donc, passif, lorsqu'il perd une vie, il inflige 3 dégâts répartis équitablement entre les héros adjacents. Et c'est simple. Si il meurt par le barbare va prendre 3 dégâts et il meurt par la suite. Donc oui, il fait bien son passif en mourant. Une autre précision, imaginons qu'on était comme ça. Il fait 3 dégâts répartis équitablement entre les héros adjacents, d'accord? C'est simple. Imaginons qu'il meurt, il fait 3 dégâts. Hop, on va dire qu'en haut, c'est le deck du seller et en bas, c'est le deck de mon barbare. Le seller va prendre 1, parce que 3, ça se divise pas par 2, et on va pas couper des cartes avec des ciseaux. Donc le seller va prendre que 1, et mon barbare va prendre 2. Pourquoi? Car le barbare a plus de menaces. Il est à 13 versus 6, à 12 versus 6, et donc le barbare ayant la plus haute menace, c'est lui, quand il faut départager les égalités, qui prend plus que les autres. Donc le zombie et tous les autres ennemis qui ont un passif qui font des effets, ça s'active même sur leur dernier point de vie. Donc il y a aussi l'exilé Sylvom qui dit que quand il perd une vie, le héros qui lui a fait perdre une vie exile une carte, c'est pareil. La Sangsue Goliath, une autre carte qui a un passif, et inflige un dégât à un héros adjacent à sa position à chaque fois qu'il subit un dégât. Écoutez, pareil, imaginons qu'il lui reste un dégât, un point de vie, un dégât, ok, et que le seller fait une attaque à 1 et tue la Sangsue Goliath. Son passif s'active, inflige un dégât à un héros adjacent à sa position à chaque fois qu'il subit un dégât. Et qui prend le dégât dans ce cas-là? C'est le barbare, car il a plus de menaces, tout simplement. Voilà, j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions sur les passifs
qui sont vraiment prépondérants, prédominants, omniprésents dans les questions sur Facebook et sur Discord. Et une dernière carte, alors là j'ai pas la réponse exacte, mais je pense que c'est quand même comme ça que ça se joue. L'araignée géante dit qu'elle fait 2 déplacements, 4 dégâts à un héros, et lors de son prochain tour, ce héros exile une carte à chaque fois qu'il effectue un déplacement. Alors, imaginons que là, elle ait tapé mon barbare, et que il soit touché donc par cet effet négatif, sorte de poison qui dit donc que chaque fois qu'il se déplacera, qu'il effectuera un déplacement, il exilera une carte. D'accord? Alors, imaginons qu'on soit dans ce cas de figure-là, et voilà, nous sommes avec le barbare, et nous avons une course dans la main. Ok, voilà. Et ben écoutez, si vous faites une course, donc 2 déplacements, vous devrez exiler 2 cartes, parce que vous avez fait 2 déplacements, et que exile une carte à chaque fois qu'il effectue un déplacement. Donc si vous en faites 2 avec une course, vous exilez 2 cartes. Déjà, première chose. Deuxième chose, imaginons que il reste un point de vie à l'araignée géante. Voilà, donc on est comme ça, 1 et 1. Vous tuez l'araignée géante, elle meurt. Et si vous vous déplacez après coup, il me semble que vous continuez d'exiler des cartes. Donc, si je fais 1 et 2 par exemple, même si l'araignée est morte, il faut que je fasse exil 1 et 2 parce que je me suis déplacé de 2. Donc là, vu que j'ai plus rien, je ne peux pas exiler de ma défaut, j'exile du dessus de mon deck. Voilà. Il me semble que c'est comme ça que se résout l'araignée géante. Alors bien évidemment, là j'ai inversé deck et défausse, mais vous aurez compris l'exemple. En tout cas, corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Et on passe au cas suivant. Voilà, nous sommes dorénavant avec le cas suivant. Donc j'ai changé le barbare pour le briseur de horde. Pourquoi? C'est juste parce qu'il y a une carte que je vais utiliser qui va me servir. C'est la carte extirper. Donc faites un dégât à un ennemi, puis effectuez 3 déplacements. À la fin de votre déplacement, placez cet ennemi sur une case adjacente à la vôtre. C'est une carte attaque et déplacement. Nous sommes contre le Losona, qui est un ennemi qui a un passif, qui dit que tous les héros adjacents au Losona ne peuvent pas jouer de carte déplacement. La question est donc la suivante, puis-je jouer extirper ou toute autre carte qui possède double logo, et par exemple faire un dégât à un ennemi, parce que c'est une attaque et que j'ai le droit de jouer des attaques, donc un dégât, mais ne pas faire les déplacements, donc 3 déplacements, et juste faire le dégât. La réponse est non, parce que le Losona dit que tous les héros adjacents ne peuvent pas jouer de carte déplacement, et même si cette carte fait des dégâts et est une attaque, c'est aussi une carte qui est une carte déplacement qui vous fait vous déplacer, donc vous n'avez pas le droit de la jouer, il faut prendre la carte dans son ensemble, on ne sépare pas les effets pour dire je fais le premier et pas le deuxième, non, vous n'avez pas le droit de jouer cette carte, car c'est une carte déplacement, et que le Losona vous en interdit. En revanche, petite précision avec le Losona, si par exemple vous voulez vous déplacer, et que vous n'avez pas le droit de jouer cette carte, donc imaginons que vous avez une course, voilà, et vous voulez vous déplacer, vous n'avez pas le droit de jouer la course, car pareil, c'est une carte déplacement. Vous avez le droit de défausser la course pour vous déplacer de 1, et ça passe par-dessus l'effet du Losona. Et pourquoi donc? Encore avec l'effet, avec la règle du livret de règles, qui dit que défausser n'est pas joué. Et donc, comme il vous empêche de jouer des cartes déplacement, mais que vous avez défaussé pour vous déplacer, ça marche, ça ne compte pas comme avoir joué une carte déplacement. Nouveau cas clinique, cette fois-ci nous sommes avec ces deux personnages toujours, donc le briseur de horde qui a 10 de menace, le seller qui en a 6, et nous sommes dans le cas où c'est le Luinorin qu'on affronte. Le Luinorin dit effectue 4 déplacements en ciblant toujours le héros avec le moins de menaces qu'il peut attaquer, inflige X plus 2 dégâts à un héros, où X est le nombre de vies que le Luinorin a perdu durant l'affrontement. C'est un ennemi fainéant. La question que j'ai vue était la suivante. Vu qu'il cible toujours le héros avec le moins de menaces qu'il peut attaquer, est-ce qu'il va chercher le héros qui a le moins de menaces, ou est-ce que comme il est fainéant, il tape le briseur de horde? La réponse, c'est qu'il tape le briseur de horde. Oui, il est fainéant. Certes, il pourrait se déplacer et taper celui qui a le moins de menaces, mais ce n'est pas le cas, il est fainéant, donc il va toujours respecter la règle de d'abord 1, le plus proche, et ensuite à distance égale,
à aller vers celui qui a la plus haute menace en temps normal. Et bien là, par exemple, donc là, ce cas précis, il taperait le briseur de horde. Mais par contre, dans ce cas-là, donc on va le mettre comme ça il n'y a pas le reflet, il est à équidistance des deux. Il devrait cibler le briseur de horde, mais son effet dit qu'il cible toujours le héros avec le moins de menaces. Et donc, dans ce cas-là, il irait vers le seller. Voilà comment on résout le Luinorin dans ces cas. Allez, un nouveau cas pratique, clinique, comme vous voulez, des formations professionnelles pour ma part, les cas cliniques. Nous avons ce cas suivant, et le monstre qui va nous intéresser, c'est le Brogard, qui fait 2 déplacements et 2 dégâts à tous les héros dans la zone. D'accord? Donc, pardon, j'ai oublié un héros. On va voilà, mettre ça, par exemple. Hop. Passif, lui-même et tous ses alliés adjacents gagnent 2 blocages au début du tour des héros. Voilà. Donc, déjà, premièrement, donc il a des blocages, etc. Mais du coup, la question est, on va plutôt faire comme ça, le barbare, excusez-moi. Donc là, lui, c'est pas un fainéant, mais il fait que 2 déplacements. Donc, quoi qu'il arrive, il peut pas toucher les 2 personnages. Donc, s'il peut pas toucher les 2, il va focus celui qui peut taper, hein, donc le briseur de horde. La question que j'ai vue sur Facebook était la suivante. Est-ce que le Brogard fait 2 déplacements? Parce que de toute façon, il n'est pas fainéant, lui, hein, c'est bien sa caractéristique. Il n'est pas fainéant. Donc, est-ce qu'il fait 1, 2 et il tape? Ou est-ce qu'il fait 1 et il tape? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change? Bah, ça change déjà que son passif, s'il se met ici, il va au prochain tour booster l'arbalétrier et lui-même. Alors que s'il va ici, ben, il tape, certes, mais il ne booste pas l'arbalétrier. Moi, il me semble que la bonne réponse, c'est que le Brogard fait seulement un déplacement. Et oui, dans la mécanique des mobs, il me semble que leurs effets n'influencent pas leur déplacement. Donc, par exemple, ok, certes, il n'est pas fainéant, mais dans cette mécanique, il regarde s'il peut taper le plus de monde possible, puis il regarde la plus haute menace, et enfin, il essaye quand même de se déplacer le moins possible, car au final, il est un peu flemmard, même s'il n'est pas flemmard. D'accord? Je veux bien une confirmation de Alexandre ou de David, car ça, pour le coup, je ne suis pas sûr. Mais si on suit la logique depuis le départ de toutes ces FAQ, le Brogard devait être ici. Et si vous avez envie, en règle maison, vous pouvez le mettre là, hein, pour augmenter la difficulté et qui booste l'autre personnage. Je pense sincèrement que vous faites comme vous voulez. Mais moi, qui suis un puriste des règles, il me semble que ça, c'est la bonne configuration. Nous arrivons au cas suivant. Nous avons une carte de boss, qui est l'éclat des abysses, qui dit que jusqu'à la fin du prochain tour des ennemis, aucune carte attaque qui possède la portée ci-dessous ne peut cibler l'éclat des abysses. D'accord? Donc la portée corps à corps ne peut pas cibler l'éclat des abysses. En général, la puissance de l'éclat des abysses, c'est quand il combine cette carte avec l'obscurité soudaine, qui dit que jusqu'à la fin du tour des héros, toutes les cartes attaques possèdent la portée corps à corps. Donc si toutes les cartes héros possèdent la portée corps à corps et qu'en plus les cartes corps à corps ne peuvent pas le cibler, il est quasiment invincible. La question est la suivante. Si je joue cette carte de Boln l'Oculus, qui dit que jusqu'à la fin de votre tour, toutes les cartes attaques qui ne ciblent qu'un seul ennemi que vous jouez auront cette portée, qui prédomine? Eh bien, la réponse, c'est la dernière carte jouée prédomine. Et donc, si je joue la vision d'Oculus, après ces 2 cartes, eh ben, j'ai portée infinie, et donc je peux ignorer ces cartes-là. Et donc, je peux taper le boss. Je veux bien une confirmation, cependant, pareil. Est-ce que si j'ai joué ma vision d'Oculus, et que pendant mon tour, il y a la carte envol qui sort, est-ce que l'envol prédomine sur la vision d'Oculus? Je dirais que oui. Je dirais que du coup, mes cartes n'ont plus la portée infinie, mais ont la portée corps à corps. Je pense que c'est une question de timing. Ce qui est joué d'abord se résout d'abord, et puis ce qui est joué après annule ce qu'il y a avant. Je veux bien la confirmation, mais moi en tout cas, c'est comme ça que je joue lorsque je fais une partie. Alors, le cas suivant, c'est pas vraiment une vraie FAQ entre guillemets, quoique, c'était, en fait, je me suis posé la question parce que j'ai joué en solo et j'ai trouvé un combo et je me suis demandé si elle était autorisée. La combo concerne l'association de l'éclaireur avec le prodige de l'ordre. Pourquoi cette association? L'éclaireur a une carte
qui s'appelle Survie, qui permet d'ajouter des baies galuennes dans les decks des personnages. Sachant que, une fois que ces baies sont utilisées, elles sont retirées du jeu, et que, par la suite, on peut toujours les remettre dans les decks grâce à la survie. Ma question consistait donc à dire, imaginons que mon éclaireur a 2 bêtes galuennes dans la main, et que le prodige de l'ordre joue la carte Transmutation, qui permet de révéler la prochaine carte de la pile de récompenses de la couleur de mon choix, et que un héros peut retirer de son jeu 2 cartes de sa main et ajouter la carte révélée à sa défausse. Donc si aucun héros ne souhaite prendre la carte, placez-la en dessous de sa pile. Et je me suis posé la question parce que, voilà, c'est les règles. Si je retire du jeu 2 bêtes galuennes pour prendre une carte récompense, imaginons feinte meurtrière, on s'en fiche, voilà. J'ai retiré du jeu, donc elle retourne hors du jeu pour mettre la feinte meurtrière dans ma défausse. Qu'en est-il? Est-ce que je peux récupérer ces bêtes galuennes avec la survie? Écoutez, la réponse de Alexandre est très simple. Il a dit qu'il n'aimait pas le combo. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve que le combo est plutôt sympa, sachant que c'est quand même très dur de déjà d'avoir 2 bêtes galuennes, de les avoir en même temps dans la main, même si on peut optimiser la chose. Et il faut que le prodige ait sa carte transmutation. Bien sûr, après, je pense qu'on peut faire des combos abusés où on temporise 50 ans et on se met 50 bêtes galuennes, etc. Personnellement, je ne jouerai jamais comme ça, parce que c'est pas marrant, mais que je me dis, une carte gagnée grâce à ce combo-là, ça peut être sympa, et ça peut casser, entre guillemets, le jeu et être marrant, parce que le jeu veut qu'on fasse des combos, veut qu'on casse le jeu. Donc voilà, bon. En tout cas, la réponse est oui, ça marche, voilà, si on suit les règles. On est parti pour le prochain cas qui correspond à la question est-ce que les passifs de boss sont des attaques? Donc j'ai fait une petite sélection de boss, vraiment petite pour le coup. J'ai pris la grande prêtresse et la réponse des dieux. La grande prêtresse a un passif qui dit qu'à chaque fois qu'un héros fait perdre une vie à la grande prêtresse, un autre héros choisi aléatoirement inflige X dégâts à ce héros, X est le nombre de cartes attaques dans sa main. La réponse des dieux dit qu'à chaque fois qu'un héros fait perdre une vie à la réponse des dieux, tous les héros exilent une carte de leur choix où qu'elle se trouve dans le jeu. Sachez que ces 2 cartes, leurs 2 passifs, en fait tout ce qui affecte un joueur, que ce soit des pertes de points de vie, de la défausse, de l'exil, ou tout autre effet négatif, c'est une attaque, c'est considéré comme une attaque. Donc c'est par exemple ces 2 boss qui font leur passif, c'est comme si ils attaquaient. Et donc, s'il y a une carte qui dit, je sais pas, quand vous vous faites attaquer, je sais rien, moi, piocher une carte, vous piochez une carte, parce que vous vous êtes fait attaquer, voilà. Donc, pour illustrer l'exemple que je viens de vous faire avec les passifs, en vous disant que les passifs sont des attaques, si vous jouez la carte de la bardesse, appel des héros, jusqu'à la fin du prochain tour des ennemis, tous les héros piochent une carte pour chaque attaque qu'ils subissent, si vous exilez une carte avec la réponse des dieux, c'est une attaque, vous piochez une carte. Et si vous prenez des dégâts, ou même si vous n'en prenez pas d'ailleurs, je pense, c'est quand même une attaque, et donc vous piochez une carte. Voilà, petite précision à corriger si besoin. Allez, on touche presque à la fin de la vidéo, il reste quelques petits cas, et ce cas-là est super intéressant aussi. Ça correspond, donc imaginons que mon briseur de horde a joué le blocage violent, qui dit gagner un blocage jusqu'au début de votre prochain tour lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi, inflige un dégât à cet ennemi pour chacun de vos blocages, absorbant un dégât. Bon, jusque-là on est bon. Nous jouons contre l'âme du chasseur calciné, et il a sa carte toucher spectrale, qui dit que jusqu'au début de son prochain tour, à chaque fois qu'un héros l'attaque, le héros révèle les 2 premières cartes de son deck et subit 3 dégâts s'il n'a pas révélé au moins une carte de couleur. Remettez les cartes révélées sous le deck du héros. La question est donc, imaginons que l'âme du chasseur calciné par un autre biais, par une autre carte, fait des dégâts au briseur de horde. Imaginons, voilà, faisons cet exemple-là, l'âme du chasseur calciné fait 3 dégâts au briseur de horde, d'accord? Et imaginons que mon briseur de horde, il a 6 boucliers. Donc, il va perdre 3 boucliers, d'accord? Et donc, en retour, il va renvoyer 3 dégâts à l'âme du chasseur calciné. Et cette carte dit donc que jusqu'au début de votre prochain tour, lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi, infligez un dégât pour chacun de vos blocages absorbant un dégât. Donc j'ai absorbé 3 dégâts avec les blocages, donc je lui renvoie 3 dégâts.
La question est donc, est-ce que je l'ai attaqué et est-ce que toucher spectral s'active? Ben, la réponse, c'est oui, parce que blocage violent a le logo d'attaque. Et donc, on considère que je l'attaque. Et par conséquent, cette carte, toucher spectral, s'active jusqu'au début de son prochain tour. À chaque fois qu'un héros attaque le chasseur calciné, le héros révèle les 2 premières cartes de son deck et subit 3 dégâts s'il n'a pas révélé au moins une carte de couleur. Et donc là, si je fais ce cas de figure-là, bah, je devrais me prendre 3 dégâts. Et donc, bien évidemment, les 2 cartes que vous révélez ne sont pas dans votre deck. Hein. Vous remélangez votre défausse et vous enlevez 3 cartes. Bon, là, il n'y a pas les bonnes couleurs. Hein. Il n'est pas jaune, mon briseur de horde, mais c'est pour l'exemple. Vous enlevez 3 cartes. Et après, le toucher spectral dit qu'on met les cartes révélées sous le deck. Voilà pourquoi c'est important de bien résoudre la carte, de bien lire et de bien faire dans l'ordre. Parce que vous voyez que du coup que les 2 cartes ne vont pas dans les blessures, elles vont en dessous du nouveau paquet nouvellement formé. Voilà, 2 questions en une et plusieurs précisions en une petite séquence. Alors, cette séquence va concerner la carte Aura Protectrice du Chasseur de l'Ordre, qui est donc un héros de la première extension, qui dit que jusqu'à la fin du tour des ennemis, chaque héros dans la zone gagne 2 blocages et soigne une de ses blessures après chaque attaque qu'il subit. Donc, on va couper le paquet en deux. On va dire qu'il y a ça comme blessure et que ça, c'est le deck du deuxième joueur. Donc là, on dit qu'en haut, c'est le barbare et qu'en bas, c'est mon briseur de horde. D'accord? Donc, nous avons des charognards. J'ai pris des ennemis aléatoires, on s'en fiche. Donc, on active le premier charognard. Hein. Donc, charognard, si vous ne le savez pas, c'est 3 déplacements, 2 dégâts à un héros, puis il place une carte saignement dans sa défausse. Bon, là, le saignement, je ne vais pas le placer. C'est juste pour vous montrer comment marche l'aura protectrice. Déjà, la zone, on voit bien que ça prend tout ça, et donc mon barbare et mon briseur de horde est bien dedans. Donc, il prend 2 dégâts. Donc, mon barbare va déjà perdre 2 cartes. D'accord? Puis ensuite, l'aura protectrice va s'activer. Donc, jusqu'à la fin des tours, chaque héros dans la zone gagne 2 blocages et soigne une de ses blessures après chaque attaque. Donc, mon barbare va gagner 2 blocages et va soigner une de ses blessures, hop, après chaque attaque. D'accord? Maintenant, le deuxième charognard va s'activer, il va lui faire 2 dégâts. Donc, il va perdre ce petit bouclier. Et il va quand même aussi soigner une blessure. Donc, hop, il est obligé de soigner sa blessure. Attention, vous ne pouvez pas choisir de ne pas le faire. Je précise que les seuls effets que vous pouvez faire que partiellement, c'est les déplacements. Voilà, et donc, mon barbare, en fait, il a tanké la deuxième attaque et il s'est soigné de 1. Le charognard, là, dans ce cas de figure-là, va focus mon briseur de horde, qui va perdre 2 cartes, car il lui fait 2 dégâts. Et après seulement, il va gagner 2 de blocage, et il va pouvoir se soigner de une carte. Alors bien sûr, c'est une carte rouge, donc ça ne marche pas pour le deck de briseur de horde, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Et donc, vous voyez que, en fait, le briseur de horde, finalement, ça lui a profité légèrement, car il a pu quand même se soigner de 1 sur une attaque où il a pris 2 dégâts. Et par contre, mon barbare, il a tanké la deuxième attaque et il a pu se soigner une deuxième carte, donc ce qui est plutôt cool. Voilà comment marche l'aura protectrice du chasseur de l'ordre. Allez, on approche de la fin. Ce cas, c'est l'avant-avant-dernier cas clinique. Il en reste 2 après. Et ensuite, on aura terminé avec cette FAQ qui sera peut-être un peu plus longue que les autres. Mais j'ai fait plus de recherches et comme ça, vous pouvez plus patienter avant de voir une nouvelle FAQ. Car ça me prend du temps et que le temps, j'en ai pas énormément. Voilà, écoutez, on y va. Donc, Tiamel, le faucheur de cité, a une mécanique où il invoque des charognards, d'accord? Et surtout, la question qui concernait ce personnage, qui est de l'extension 4, concernait son passif, qui dit qu'à chaque fois qu'un héros fait perdre une vie à Tiamel, tous les cadavres des charognards explosent, infligeant un dégât à tous les héros présents dans la même ligne ou la même colonne. Et, bien sûr, les cadavres de charognards ne peuvent pas être utilisés par les héros. Comment ça marche? Déjà, j'ai 2 précisions à faire. Imaginons, voilà, vous avez un charognard qui meurt. Quand un personnage meurt dans les extensions, en fait, on ne l'enlève pas du plateau, on le laisse sur le terrain face cachée. D'accord? Donc là, je sais que il y a 3 charognards. Ok? Très bien. La question qui concernait Tiamel et son passif était la suivante. Est-ce que les cadavres disparaissent quand il fait exploser les cadavres? La réponse est non, parce que ça serait précisé
qu'on enlève les cadavres si il fallait les enlever. Et oui, c'est le sadisme de ce personnage. Les cadavres restent. Donc, si vous vous faites submerger de charognards, il y a un moment où vous allez forcément prendre des dégâts et vous allez peut-être prendre très très cher. Donc, Tiamel le faucheur de cité, attention à son passif, qui dit que, en fait, un dégât quand les cadavres explosent, mais les cadavres ne disparaissent pas. Et l'auteur a bien dit sur Discord que s'il voulait faire disparaître les cadavres, il l'aurait précisé. Voilà. Et petite précision donc, par exemple, les cartes qui vous disent de retirer les cadavres, vous avez feindre la mort ou pillage par exemple, ça vous précise retirer le cadavre ciblé. Et donc Tiamel, qui ne cible pas et qui n'enlève pas explicitement les cadavres, en fait c'est simple, il ne les enlève pas explicitement parce qu'il ne les enlève pas. Voilà. Donc vous avez des exemples qui vous disent retirez le cadavre ou au contraire ne retirez pas le cadavre. Voilà. Une autre question, c'est imaginons que vous avez un boss qui invoque, on va dire une bêtise, imaginons que Tiamel, on s'en fiche, invoque l'araignée géante par exemple, et que l'araignée géante elle meurt. Ok? Donc on a dit que le cadavre est resté sur le terrain, mais qu'est-ce qui se passe si Tiamel réinvoque l'araignée géante? Eh ben, la règle stipule la chose suivante, vous prenez une autre carte pour signifier le cadavre, et vous faites respawn l'araignée géante avec les règles classiques de lancer des dés. Voilà, cette précision. Et on passe au dernier cas qui vont concerner, encore une fois, la mort. Voilà, donc, avant-dernier cas clinique. Cette fois-ci, on va parler de la mort. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est très important la mort dans le jeu, c'est omniprésent. Il faut savoir la gérer. Maintenant, j'avais, en jouant, un cas qui m'a semblé assez particulier. J'ai une carte qui reste sur le terrain, parce que jusqu'à la fin de l'affrontement, chaque fois que vous vous déplacez sur un cadavre, retirez le cadavre, puis tous les héros soignent de leurs blessures. Donc quand je joue cette carte, en fait, elle reste sur le plateau jusqu'à la fin de l'affrontement. Mon illusion tangible, elle est persistante, et c'est pareil, je pose cette carte sur une case vide, interdit de la traverser, elle ne bloque pas les effets des cartes et des ennemis, et jusqu'à la fin de l'affrontement, je peux jouer mes cartes comme si j'étais à la position de l'illusion tangible. Donc ces deux cartes restent sur le terrain, d'accord? Malheureusement, j'ai pris trop de dégâts, il me reste 3 cartes dans mon deck. Écoutez, donc globalement, je fais mon tour, ok, j'ai 3 cartes dans ma défaut, je termine mon tour, je ne peux pas reconstituer une main de 5, je suis mort. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? On défausse sa main, et j'ai demandé, qu'en est-il de ces 2 cartes? Et là, Alexandre a bugué, il était là, je sais pas trop comment on fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas sorti peut-être dans les parties. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, du coup, pour moi, dans les règles, on est censé défausser aussi les cartes qu'on a sur le terrain. Oui, on est mort, donc on n'existe plus, donc on n'a plus rien. Notre illusion, on peut pas la créer si on est mort, et pareil, on peut pas faire de rituel. Et donc, il semblerait qu'on défausse ces cartes dans notre défausse, du coup, et que du coup, au début du prochain tour, donc on peut pas être ciblé quand on est mort, je vous le rappelle, et qu'au début du prochain tour, on peut être ressuscité, car nous avons bien 5 cartes pour faire une nouvelle main. Voilà, donc c'était un petit cas assez, technique, car, du coup, en fait, vous êtes mort, mais vous ressuscitez instantanément le tour d'après, parce que vous perdez vos cartes continues dans votre défausse, et donc vous avez de quoi refaire une main de 5. Petite précision aussi, donc ça c'est un point bonus, allez, voilà, c'est une FAQ bonus, enfin c'est pas une FAQ, c'est une précision. Le mot persistant, là, ça vous empêche de mettre la carte dans vos blessures. Hein. Donc, faites attention, quand vous jouez l'illusionniste, j'ai fait l'erreur. J'ai mis cette carte dans mes blessures, il fallait pas. Si elle doit aller en blessure, je la mets en défausse, et je défausse une autre carte à la place, qui bien sûr n'a pas le mot-clé persistant. Voilà. Et, dernière précision, on fait tout dans la foulée. Est-ce que, donc la dernière question est, est-ce que je suis mort? Donc imaginons que là, mon barbare arrive à finir le combat et donc que j'ai même pas besoin et qu'il me reste par exemple que 3 cartes dans ma défausse de l'illusionniste, d'accord? Donc le barbare a terminé le combat tout seul. La question est, est-ce que je peux ressusciter l'illusionniste dans la phase de renforcement en disant que je ne prends aucune carte et que je soigne de 4? La réponse est oui. Vous pouvez dire, je prends aucune des 3 cartes, je
soigne de 4. Et prochain combat, je peux me faire une main de 5. Donc je suis ressuscité dans la phase de renforcement, même si ça ne cible pas les morts, mais de toute façon, dans le renforcement, on peut rien cibler du tout. Il n'y a pas de champ de bataille, il n'y a pas de terrain, il n'y a rien. Donc, dernière précision, la réponse est oui, vous pouvez ressusciter dans les phases de renforcement en ne prenant aucune carte et en vous soignant de 4. Voilà, et bah écoutez, grosse FAQ aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que les cas étaient intéressants pour vous. J'espère toujours que vous avez appris au moins une chose. Si vous avez appris ne serait-ce qu'un truc, c'est déjà énorme. Et bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé comment j'ai présenté. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Hein. Comme vous voyez, je suis très réactif quand même. J'essaye d'être réactif sur les commentaires, etc. dans la mesure du possible. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, ce que je peux améliorer ou pas. Et puis, ce que vous avez aimé ou tout simplement, quels sont vos conseils pour le jeu, etc. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à laisser un like, ça me fait extrêmement plaisir. De me laisser un commentaire de soutien, ça aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous lis toujours tous, sans exception. Sauf si je vois pas la notif, vraiment, retaguez-moi, il n'y a aucun problème que je lise bien le commentaire si c'est important. Et puis voilà, et puis abonnez-vous. Comme ça, vous pouvez suivre l'actualité sur Horde de Veyel sur ma chaîne. Et je vous en suis extrêmement reconnaissant de me suivre et de me soutenir. Voilà tout. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour une autre FAQ. Salut tout le monde. Ou pour du gameplay d'ailleurs.